Ding dong. J'ai toujours aimé la campagne. D'aussi loin que je puisse m'en rappeler, la première fois où j'y suis allé, c'était chez ma grand-mère pendant les vacances d'été. Depuis, ma mère s'y est installée, c'est ce qu'elle voulait depuis longtemps. J'avoue avoir appréhendé le fait de la suivre dans son choix, mais aujourd'hui je la comprends. J'ai toujours vécu en ville, bien que je n'ai pas de préférence pour la ville et la campagne, mais ce calme, ces fêtes et ces ambiances si joviales, cet air si pur que l'on peut respirer. Ces forêts, ces champs, ces montagnes à perte de vue, sans être gênés par les hauts et multiples bâtiments érigés dans les milieux urbains. Et tellement moins de gens balais dans le cul, surtout moins de cons. Tellement d'autres points positifs que je pourrais vous citer, mais passons. Ma mère m'a récupéré à la gare du coin, comme d'habitude. Puis, arrivé à la maison, nous avions pris le repas. Il faut dire que la durée du voyage en train est plutôt longue. Ça me rend plus enthousiaste à chaque arrivée. Évidemment, vu que nous sommes dans un petit village, donc tout le monde est chacun à sa façon d'une solidarité peu commune. Et tous se serrent les coudes, si bien que les jeux et festivités sont régulières, pour maintenir le lien entre amis, famille et autres proches de la région. Face à ce projet, je ne pouvais pas un instant ne pas avoir envie de les aider. Et puis, tant qu'à faire, ça occupait mon temps et une partie de ma journée. Bien que cela reste un plaisir pour moi de les aider. C'est alors que le lendemain, dans l'après-midi, vers 18h, comme prévu, je m'étais donné rendez-vous avec une amie responsable et membre de l'association qui s'occupait de ce style d'événement. Je l'ai aidée, elle et d'autres amis qui étaient venus. Nous avons installé les tables et les décorations. Cette soirée était un repas participatif. L'association fournissait les amuse-bouches, mais tout le monde ramenait un plat, un repas qu'il aurait cuisiné. C'est alors que le maire et mon ami à ses côtés prit la parole du haut des marches de la mairie pour faire ce qui nous semblait bien être une annonce. Mes bien chers concitoyens et concitoyennes, j'espère que vous passez une excellente soirée. Et vous conseille de ne pas trop tarder, et bien vous reposer ce soir, car demain sera le jour de perpétuer notre ô combien précieuse tradition de la chasse au trésor annuelle du village. Depuis voilà bientôt 100 ans déjà, le lot en sera de qualité pour cette date. Jusque-là, bonne nuit. De ces quelques paroles, la foule qui était à table acclama ce qui me paraissait bien être leur événement favori, au vu de l'expression plus que joyeuse de certains, sauf d'un. Mon voisin, Michel, qui était limite inquiet. Je finis par remarquer son léger tremblement de la main où il tenait son verre. Je me suis approché de lui pour lui demander si tout allait bien et il me répondit d'une voix assurée et déterminée. « N'y va surtout pas. » Je lui demande alors pourquoi. « N'y va juste pas. C'est tout. » Je finis par rentrer à la maison, ne prenant pas compte de son étrange avertissement. Alors que je commençais à tomber dans les bras de Morphée, j'ai vu la lumière du garage s'allumer. Elle disposait d'un détecteur de mouvement. Depuis ma fenêtre, j'observais, scrutant de mes seuls yeux la pénombre. Je ne vis rien d'autre que le noir. Pas un son, pas un bruit. Rien, pourtant pas un chat dans les environs. Peut-être que la lumière déconnait-elle, pensais-je. Il n'y avait rien, ni personne. J'étais hypnotisé derrière la moustiquaire. Je pus sentir ce silence si lourd et pesant qui vous sauterait à la gorge. Le silence ou la chose qui rôdait en tout cas. Alors un bruit sourd se fit entendre à son tour. J'ouvre la porte de ma chambre pour savoir si cela venait d'en bas, mais non. Le bruit venait bien de ma chambre. J'ai choisi de l'ignorer et de retourner me coucher. Je suis resté éveillé, prêt à recevoir n'importe quel intrus qui tenterait d'entrer, bien que j'ai eu un doute à ce qu'il ait déjà dépassé la porte d'entrée. 1 minute plus tard, les bruits ont cessé, se concluant par un dernier bruit qui, j'ai cru légèrement métallique. Lentement, la fatigue me fit tomber de sommeil. Le matin venu, j'avais hâte de commencer la chasse au trésor.
Au petit déjeuner, j'ai fini par parler avec mes parents de ce qui s'était passé cette nuit. Ils m'ont rassuré et m'ont dit que cela leur était arrivé à eux aussi. Ce n'étaient que les papillons de nuit qui faisaient s'activer la lumière. Pour le bruit que j'ai entendu, par contre, ils n'en savaient rien. Bref, j'ai fini par passer à autre chose, comptant les heures si lointaines, pourtant si proches du début de cette chasse. Autant dire que j'étais plus qu'impatient. Je ne pouvais pas tenir en place, que j'en ai fini par proposer mon aide à ma mère pour tondre la pelouse, pour faire descendre mon excitation. Ce qui aussi pourra me faire paraître le temps moins long. L'horloge n'eut même pas le temps de retentir 18 heures que j'avais déjà enfourché mon vélo et donné des bons coups de pédale pour arriver au point de départ. Le soleil commençait à se coucher. Ses lueurs commençaient à s'amenuiser petit à petit. Prudent sur la route, je finis par arriver. Tout le monde était là, même d'autres de mes connaissances. J'accrochai mon vélo avec son cadenas à un poteau électrique, puis j'ai rejoint les autres. Mon ami s'occupait comme prévu de faire les équipes. Il y en avait 2. La chasse devait se passer aux alentours du village. Les équipes créées, le maire a simplement dit Que les meilleurs gagnent. pas un mot de plus. Les 2 groupes se sont dispersés. Les recherches ont débuté. J'ai commencé dans la forêt avec ceux qui m'avaient suivi. Nous étions 4. Tout ce qui pouvait nous paraître suspect, nous l'inspections. En tout cas, l'endroit le plus propice pour cacher un butin, nous marchions, scrutant le moindre recoin de cette forêt. J'étais dans une telle concentration que je sentais la tension dans ma colonne vertébrale, comme lorsque je me sens observé. Je me suis dépêché, sentant le soleil se coucher. C'est alors que quelque chose se contrastait avec les dernières lumières du crépuscule. Un bois fraîchement doré et verni. Ni une ni deux, je saute dessus de joie. Moi et les autres, nous avions trouvé non pas un énorme coffre, mais un coffret. Soigneusement orné de gravures. Il était magnifique et si bien détaillé. Je me suis extasié dessus 1 minute. Passé cela, alors que nous finissions de la contempler, dessus étaient inscrits des caractères que je ne pouvais lire dans cette lumière du jour qui s'amenuisait de seconde en seconde. Nous avons couru à toute vitesse, moi manquant de tomber et me prendre les pieds dans les racines. Le coffret en main, les autres se ramassaient la figure sur le sol, en tentant de me suivre, aveuglés par cette victoire et cette trouvaille, tels des bambins. Enfin arrivés, ils avaient tous le souffle coupé, pas moi. J'apportai le coffret au maire qui lui attendait sur les marches de la mairie. Il me demanda ce qu'était ceci. Eh bien, c'est le trésor, n'est-ce pas ? Mais non, pas du tout. Où as-tu trouvé cette boîte? Dans la forêt. J'ouvris alors ce coffret pour satisfaire notre curiosité et faire taire notre doute. Et à l'intérieur de ce coffret se trouvait une pierre polie, entourée d'une ficelle rouge et gravée d'une inscription, et d'un lettrage nettement plus lisible. Lupus est. Lupus est. Lupus est. La situation prenait une légère tournure étrange. Clairement, ceci n'était pas la récompense, alors qu'était-ce ? Le temps était écoulé. Une autre équipe avait trouvé le coffre. Les festivités avaient reprise. La nuit était tombée, les lampadaires du village s'étaient allumés. Je n'étais pas perdant pour autant. Nous avions joué, ça me suffisait. Le maire me demanda tout de même de lui prêter le coffret pour expertise. Puis quelqu'un se leva de sa chaise. Eric? Eric? Où es-tu? Où est mon fils? Eric? Eric ? C'est vrai qu'après coup, je me suis rappelé que nous étions 4 en partant dans la forêt, alors que je n'avais pas fait attention sur le retour. Nous étions 3. J'en ai référé au maire qui a alerté immédiatement chaque citoyen à la disparition d'un enfant nommé Eric. Ce gosse m'avait suivi, mais qui est maintenant on ne sait où. Les battues avaient commencé. Des adultes ont commencé leurs recherches là où je le leur avais indiqué. La dernière fois où je l'avais vu, avant qu'il ne s'évanouisse dans la nature.
Ma mère m'a demandé de rentrer immédiatement à la maison. Ce gamin m'avait suivi, et pourtant, moi qui suis le plus âgé, je n'ai même pas fait attention à eux. Je ressentais de la culpabilité pour pareille faute que j'ai commise. J'étais si excité et nerveux que je n'ai même pas fait attention à ceux qui m'entouraient. Je ne pouvais qu'espérer que l'on puisse le retrouver le plus tôt possible. Je pris alors le chemin du retour pour la maison. Je monte sur mon vélo, tout honteux, puis je commence à pédaler. La route n'était pas longue, mais de plus en plus sombre. La nuit était quasi totale. Ma seule lumière était la petite lampe avant de mon vélo. C'est dans ces moments-là, les ombres se tordant de rire face à votre imagination, qui ne peut que voir le pire. Vous pensez que votre cerveau vous joue des tours, que vous êtes paranoïaque, que c'est juste un bête réflexe de votre système nerveux. J'ai entendu, les buissons bouger légèrement. Ça pouvait bien n'être qu'une légère brise. Mais les buissons reprirent de plus belle. Sans même réfléchir, je compris le danger et je me mis à pédaler comme jamais. Les pédales, elles, même se mirent à valser malgré la pente que je descendais. C'est dans ces moments que vous faites l'impossible et l'insurmontable pour sauver votre vie. Ceci n'était pas quelqu'un, mais quelque chose d'énorme que je vis, dont le dos et les muscles étaient anormalement grands pour une bête sauvage. J'ai foncé, pédalé comme un fou ou un dératé. Elle me suivait toujours. J'ai de justesse entré dans l'allée de la maison, puis j'ai jeté en barrage mon vélo vers la véranda et couru à la porte d'entrée et verrouillé à double tour. Maman n'était pas là. Je me suis muni d'un couteau de cuisine, puis j'ai appelé la police. Ce moment fut le plus long de ma vie, avant l'arrivée des autorités. Ce monstre, je ne voyais rien par les fenêtres, mais il rôdait autour de la maison. Je le sentais. J'ai passé la porte de la cuisine et je me suis enfermé dans la réserve. Il grattait de ses griffes contre la seconde porte de sortie en fer. De haut en bas, de droite à gauche, elle grinçait. Mon arme à la main, je ne bougeais plus, je ne pensais qu'à peu de choses désormais. J'étais figé devant la porte, j'avais la peur en moi. Dans ma chair et mes os, elle me paralyse. Après les griffes, elle passa au poing et se mit à grogner, mais d'un grognement incomparable à la normale. Il m'avait réduit au rang de simple souris, cherchant refuge dans son terrier. Puis tout s'arrêta. J'entendis des coups de feu. Ils étaient proches, c'était la police. Je leur fis signe d'entrer par la fenêtre de la cuisine. La chose était partie. Je déverrouille la porte, puis je leur dis tout ce que je pus voir ce soir. Le gamin disparut, cette chose, pendant un moment j'ai eu peur, qu'ils ne me prennent pour un fou. Ils m'ont demandé de venir avec eux, ce que je fis. L'un garda son arme de service hors de son holster. Le second, lui, avait sa main dessus, prêt à dégainer. Le second agent me conduisit à la voiture, puis ils ont insisté pour que je les guide jusque là où j'avais vu pour la dernière fois Eric. Nous sommes arrivés en 1 minute. J'étais sur le siège passager. Les 2 agents sont sortis, me laissant seul les portes verrouillées. De chaque pas, ils s'éloignaient dans la pénombre. Tout ce qui restait encore visible était leur lampe de torche qui vacillait dans tous les sens. Puis en quelques fractions de secondes, l'une venait de s'éteindre. Puis ce sont les lumières des tirs de balles qui me firent comprendre contre quoi ils se défendaient. Encore elle. Je déverrouillai alors les portières en panique, puis je sortis à mon tour. J'entendis les cris de douleur de ces hommes, ces os se broyaient sous les coups répétés et puissants de la bête. Puis elles se repaissaient de leurs boyaux et de leurs tripes, que je reconnus au son spongieux et goulu que leur corps faisait. J'ai tourné la tête 2 secondes pour savoir à quoi elles ressemblaient. C'était un loup. Un énorme loup aux yeux rougeoyants et au croc qui vous briserait votre corps comme une brindille. Les 2 policiers au sol servaient d'exemple désormais. Je me remis à courir immédiatement, peu importe si mon cœur devait cesser de battre. Puis je suis tombé sur quelque chose. C'était Eric,
En tout cas, c'étaient ses restes mutilés, ses bras brisés de travers, les organes à l'air et la moitié de son visage étaient retirés de sa chair. J'ai hurlé. Le monstre s'approcha pas silencieux et ouvrit la gueule. J'entendais des cris d'enfants dans sa gorge, hurlant au secours, appelant à l'aide. Et à ma grande surprise, il me dit « J'ai faim !» Et vous, le voyez-vous? Courez, partez vous cacher lorsque vous l'entendez, lorsque vous le voyez. Oui, lorsque vous le voyez, n'attendez pas, ne jubilez pas. Si vous êtes une proie, c'est qu'il ne peut être loin de là. Si la faim le tiraille, il vous fixera comme son jouet ou son repas. Ne criez pas lorsque le loup sort du bois. Partez, sinon, il vous attrapera.